parler donc de l'épidémiologie et de la transmission des maladies infectieuses. Alors, comme je vais commencer, vous m'entendez là? Oui. Comme je vais commencer à vous dire à mon ami, l'homme, c'est pas un individu isolé, c'est un écosystème en soi, c'est un écosystème complexe. Donc, dans les cellules humaines, on considère qu'il y a à peu près 30 000 gènes. Parmi ces gènes, on sait qu'il y a d'une part des gènes viraux, un peu plus de 10%, au moins, après les méthodes d'analyse sont complexes, mais entre 7 et 20% des gènes humains sont d'origine virale, en particulier les rétrovirus. Donc toutes les cellules eucaryotes contiennent des cellules des rétrovirus et en particulier, je pense que vous avez dit la dernière fois que le placenta n'est réalisable que parce qu'il existe un gène viral qui code pour une protéine qui permet la fusion placentaire. Donc on est une mosaïque de gènes pour lequel on arrive dans un certain nombre de cas à les identifier. Par ailleurs, les mitochondries, c'est toute la respiration, ça vient de bactéries qui sont proches des cétacés et qui ont été associées aux eucaryotes. Ces mitochondries elles-mêmes sont elles-mêmes des mosaïques de gènes de bactéries différentes. Vous voyez même la cellule qui est humaine maintenant est une cellule qui est mosaïque, on peut identifier un certain nombre d'ancêtres. Ensuite, pour chaque cellule humaine, vous avez 10 bactéries. Pour chaque gène humain dans votre écosystème maintenant, que vous avez pour chaque gène humain 100 gènes de bactéries qui habitent en vous, 100 fois plus de gènes de bactéries qui habitent en vous. Donc actuellement, votre composition génétique est très complexe. Si on vous prend en entier, qu'on vous broie, qu'on vous extrait tout l'ADN, eh bien on aura pour chaque gène étiqueté comme étant humain, 100 gènes de bactéries et 1000 gènes de virus. Vous voyez que vous êtes complexe. Les rapports entre les hommes et les microbes sont compliqués, sont complexes. On essaie de les englober dans tout l'écosystème, il y a des équilibres qui se font, et puis de temps en temps les situations sont déséquilibrées. Parfois elles sont déséquilibrées pour les microbes qui vivent. Par exemple, vous prenez des antibiotiques, vous tuez des dizaines de milliards de microbes dans vous. Et à l'inverse, pourtant, parmi les microbes que vous avez, certains deviennent dangereux. Et la raison pour laquelle ils deviennent dangereux n'est pas très claire. Mais globalement, on a tendance à classer en 3 catégories les rapports entre les hommes et les microbes. Les commensaux, c'est-à-dire qui mangent à la même table, donc qui sont à côté de nous, avec nous. En réalité, les commensaux sont toujours triés. On ne peut pas vivre, nous, avec n'importe quel microbe. Donc, dans la complexité des bactéries, par exemple, une chose qu'on connaît mieux, sur 70 groupes majeurs de bactéries, il y en a 4, à peu près, très peu dans ces 4 grands groupes, qui sont capables d'être adaptés à l'homme. On trouve sur ces nucleuses, on trouve sur sa peau. Les autres, non. Pour des raisons qui sont connues. Il n'y a que 4 grands groupes bactériens qui sont capables de vivre avec nous, qui sont capables de nous infecter, qui sont capables de très peu. Après, donc c'est pas neutre même, ce qu'on appelle les commensaux, c'est pas neutre. On ne peut pas vivre à côté de n'importe quel organisme. Ensuite, il y a la symétrie, c'est une chose qui est difficile à définir, une chose qui est bon pour les deux, le microbe et nous. On sait que ça joue un rôle, les microbes dans notre tube digestif, ça joue un rôle pour digérer les sucres
sucres compliqués. Le sucre, c'est absorbé tout de suite, immédiatement, qui est pas du tout. Mais les sucres complexes, en particulier ceux qu'il y a dans les végétaux, nous ne savons pas les digérer. Et donc, pour pouvoir les digérer, les premières étapes de digestion doivent être fournies par les microbes. Et vous voyez comme c'est compliqué de définir la synergie. Il y a une époque où certainement chez l'homme c'était une bonne idée d'avoir une meilleure digestion, parce que l'alimentation était faible, et généralement on n'en mangeait pas assez. Maintenant on est passé à une situation inverse en laquelle on voudrait bien en digérer un peu moins. Parce que le problème c'est plus de ne pas trop grossir que de grossir. Il existe vraisemblablement un rôle qui est complexe, qui est difficile à déterminer aussi dans la réponse à l'infection. C'est sûr que les cellules qui sont au contact de l'environnement réagissent avec cet environnement, avec l'immunité, l'inflammation. Et donc ces éléments-là existent, mais sont un peu difficiles de savoir ce qu'est la part réelle et s'il existe des microbes plus spécifiquement actifs. En revanche, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il joue un rôle en prévenant, en se battant contre les envahisseurs potentiels. Donc, si un microbe nouveau arrive, il se trouve face à une population microbienne extrêmement développée. Cette population microbienne, elle fait un biofilm tout le long des muqueuses, si vous voulez, donc elle rend difficile pour un microbe étranger de s'installer. Donc ça joue un rôle dans la protection contre les microbes extérieurs, d'autant que ces microbes sécrètent tous, plus ou moins, des molécules pour empêcher les autres de s'implanter. Des antibiotiques, bien sûr, parce que c'est originaire des microbes, mais aussi des bactéries aussi, mais aussi des antiviraux, mais aussi des antiparasitaires. Et tout ça fait qu'on n'arrive pas dans ce milieu, on n'arrive pas à s'implanter dans ce milieu comme ça. Alors, il y a des défenses qui sont organisées par les bactéries qui font ça pour elles-mêmes, mais du coup elles nous protègent d'une certaine manière de l'infection par les autres. Alors les parasites, nous on appelle les parasites, c'est ce qui est dangereux pour nous. Ce qui est dangereux pour nous, il y a, je vous ai simplifié ça en 4 mécanismes. D'une part, l'invasion de nos tissus, ça c'est l'infection. Donc on peut avoir une septicémie, on peut avoir une colite, on peut avoir une pneumonie qui est due à l'invasion par les microbes qui rentrent dans les cellules, qui se multiplient, qui ne sont pas détruites par le système immunitaire. C'est l'infection telle qu'on la voyait au départ initialement. Deuxièmement, il y a l'intoxication. Dans l'intoxication, la bactérie n'a pas besoin de se multiplier. Par exemple, dans les intoxications digestives, par exemple, staphylocoque, avec le botulisme, la bactérie n'a pas besoin d'être vivante. Ce qui vous rend malade, c'est la toxine qui est dans le milieu que vous mangez. La bactérie s'est multipliée. En se multipliant, elle a produit sa toxine. Donc ça donne des manifestations cliniques généralement assez rapides, puisque pas besoin d'attendre que la bactérie se multiplie. C'est la toxine qui est dangereuse. Dans le tétanos, c'est pareil. Le tétanos, la différence, c'est que la bactérie se multiplie dans la peau, et puis elle sécrète sa toxine, c'est la toxine qui va vous donner le tétanos. Et la maladie est due à la toxine, elle n'est pas due à la multiplication du produit. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de maladies dans lesquelles, quand on enlève le gène de la toxine ou le virus ou le plasmide de la toxine bactérienne, eh bien, la bactérie peut donner une infection locale, ne peut pas donner la maladie diphtérie, la maladie botulisme par exemple. Il y a d'autres bactéries qui donnent une inflammation, une réaction locale du fait de leur toxine locale ou de leur endotoxine. C'est difficile à évaluer. Il y a des gens qui pensent en particulier que pour l'obésité, un des éléments importants de l'obésité, c'est l'inflammation digestive. Et puis, ça peut jouer un rôle dans la transformation, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de ces microbes, virus, qui sont capables de donner un cancer. Et le cancer, ensuite, ça n'est pas la multiplication microbienne, mais il y a une transformation qui s'est passée dans la manière dont les cellules se multiplient, et ensuite elles se multiplient sans avoir besoin d'infection. L'infection déclenche la malignité. Alors comment
J'ai trouvé que c'était pratique de regarder quels étaient les prix Nobel qui étaient associés avec les microbes, pour que vous ayez une vision historique de comment les choses se sont découvertes au fur et à mesure. Donc le premier prix Nobel qui concerne la microbiologie maladies infectieuses, c'est Perrine, et ce qui a été reconnu, c'est la diphtérie. Ensuite, ça a été en 1902 Ross pour ses travaux sur le paludisme, Koch qui a découvert le bacille tuberculeux, qui a mis le postulat de Koch dont je vous parlais la dernière fois, c'est comment on démontre la causalité, comment on démontre que c'est ce microbe qui est responsable de ça. Ensuite, Lavand pour ses travaux sur le paludisme. Ensuite, Ehrlich, Mesnikov, pardon, et Ehrlich sur l'immunité des maladies infectieuses. Mesnikov était aussi en France. Jules Bordet sur l'immunité des maladies infectieuses, c'est lui qui a fait les premières vaccinations avec des bactéries tuées. Ensuite, Nicole qui a trouvé que les poux étaient le vecteur du typhus. Les moustiques étaient le vecteur du paludisme. Donc, c'est des gens qui ont travaillé sur les vecteurs. Ensuite, Gerhard Donat a été le premier à utiliser des antibiotiques, c'était les sulfamides à l'époque. Les premiers antibiotiques utilisés, c'est avant la pénicilline, c'est les sulfamides, le premier traitement antibiotique utilisé. Ensuite, c'est les antibiotiques avec Fleming en 1945. Ensuite, en 1948, c'est Müller qui trouve le DDT, qui est un insecticide. Première fois qu'on va commencer à faire des luttes systématiques contre le paludisme en essayant de détruire le moustique. Ce qui ne marche pas très bien en effet, mais enfin ça fait reculer un temps le paludisme. Taylor a trouvé la fièvre jaune. Schwarzman aussi qui contribue à trouver les antibiotiques. Ensuite, poliomyélite et les travaux sur la vaccination contre la poliomyélite en 1950 et récompensé en 1954. Burnett a découvert la tolérance immunologique et la fièvre Q. Les Français, Monod, Jacob et Wolff ont été récompensés par leurs travaux sur la génétique chez les bactéries, on va comprendre la notion d'opéron. Ensuite, Peyton Roos a été le premier récompensé pour la découverte de virus cancérigènes. Et c'est très intéressant parce que c'est une des choses qui est très surprenante dans la science, mais comme dans d'autres domaines, ces travaux ont monté à plus de 30 ans. Et c'est des travaux très simples, c'était pour des raisons qui sont curieuses. Cette hypothèse avait été abandonnée, puis très simplement, il avait travaillé sur le cancer du sein de la souris, donc il fonctionnait le cancer du sein de la souris, et il transmettait ça de souris à souris, et souris, les cancers du sein, le sarcome de Roos, le sarcome du cancer du sein de la souris. Donc c'est très simple, c'est très reproductif, ça correspondait à tous les critères d'évaluation de la causalité, et pourtant, c'est resté pendant 30 ans comme étant quelque chose d'entièrement marginal. C'est très intéressant de il a fait ça aussi chez la poule. Donc l'idée que les virus pouvaient donner le cancer est une idée qui a été démontrée extrêmement tôt dans le XXe siècle, mais qui a mis très longtemps à être acquise. Et vous voyez, même après 1966, on a mis très très longtemps à admettre l'idée qu'un certain nombre de cancers a été induit par les virus. Ensuite, la définition, la mise en évidence des virus portés à c'est l'uria. Ensuite, à nouveau les virus cancérigènes, mais surtout la capacité de multiplication et de transmission des virus, en particulier par David Baltimore, qui est un moment important. Ensuite, Bloomberg et Gajusek, dont je vous ai parlé la dernière fois, c'est sur la dissémination des maladies infectieuses, l'équivalent de la maladie de Rashford par cannibalisme, c'est lui qui a eu ça. Ensuite, Barbara McClintock a passé 30 ans de sa vie à essayer d'expliquer pourquoi, quand vous voyez des maladies, de temps en temps, il y en a un qui a un grain noir. Voilà. Donc, elle a fini par découvrir les transposons, c'est-à-dire le transfert de gènes qui n'était pas vertical mais horizontal. Et ça, c'est parce qu'il y a une interrogation qui c'est pas normal. C'est pas explicable simplement pourquoi, de temps en temps, dans un épi de maïs, il y en a un qui est noir, alors qu'on voit bien qu'ils ont tous la même origine. Donc, il s'est passé quelque chose qui fait qu'ils sont ordinaires. C'est comme ça qu'elle a commencé vraiment à être étudiée les vérités non chronologiques.
Ensuite, Bishop et Varmus ont été les premiers à montrer à travailler sur les électrovirus, à montrer qu'on pouvait transformer les virus, certains virus ARN, les électrovirus sont capables de se transformer en ADN. Ce qui était, à l'époque, on avait aussi une vision simple qui était on passe de l'ADN à l'ARN, protéine, point. Ensuite, Stanley Plosinger a travaillé sur les prions, je vous ai parlé la dernière fois, et puis Brenner, Wilson et Horvitz ont découvert la régulation génétique et la programmation de la mort cellulaire, qui est une chose très particulière, la mort cellulaire, on a dû vous en parler en biologie, et ça joue aussi un rôle dans les infections. Donc la mort cellulaire, c'est ce qui fait que vous n'êtes pas rond. S'il n'y avait pas de mort cellulaire, toutes les cellules se multipliant, vous seriez des sphères. Et on doit pas parler de ça plutôt en embryologie, non? En réalité, vous êtes sculpté au fur et à mesure, comme un embryon, vous êtes sculpté, et ce qui vous donne votre forme, c'est qu'il y a des cellules qui meurent. Et ça, c'est programme. Et donc, ces cellules qui meurent, c'est comme un sculpteur, vous savez, on vous sculpte au fur et à mesure, et donc, à la fin, la forme que vous avez est sculptée. Sinon, si les cellules se multipliaient simplement au hasard, et qu'il n'y avait pas ce mécanisme de sculpture, eh bien, on serait tous des sphères. Ensuite, plus récemment, en 2005, Barry Marshall et Warren ont eu le prix Nobel pour avoir découvert le rôle de l'Helicobacter pylori dans le cancer, dans les gastrites, les ulcères l'estomac, c'est une cause de cancer de l'estomac. Faye et Mello ont eu le prix Nobel pour les ARN interférents en 2006. En 2008, c'est une grande année virologique, Harald Zur-Hausen a eu le prix Nobel pour les papillomavirus qui sont responsables du cancer du col de l'utérus, mais aussi de la gorge, aussi de l'anus. Et François Traversé-Moussi et Luc Montagnier pour leur travaux sur le sida. Et enfin, en 2011, Jules Hoffman a eu le prix Nobel pour le système immunitaire inné. Bien, si on regarde maintenant les causes de mortalité dans le monde, alors c'est plus exactement ça, mais c'est à peu près, ça reste à peu près vrai. Il y a maintenant entre 17 et 25 millions de morts par an de maladies infectieuses. Parmi les maladies infectieuses, on prend 5 des 10 premières causes. Si là c'est pas de la mortalité, ce qu'on marque, c'est vital, c'est-à-dire de l'ajustement en perte d'année ou en perte de capacité. La mortalité n'a pas le même poids si ça tue quelqu'un qui a 3 ans ou si ça tue quelqu'un qui a 84. Parce que si vous avez 3 ans, vous avez une perte d'espérance de vie de fonction de l'endroit où vous êtes de 60 à 80 ans. Est-ce que si vous mourrez à 84, vous n'avez pas de perte d'espérance de vie? Donc il y a un rectificatif qui se fait maintenant entre juste la cause de mortalité et la cause de perte d'année de vie, qui n'est pas la même chose. Si on regarde là-dessus, le premier, ça reste, moi je connais les maladies infectieuses, ça reste les maladies infectieuses respiratoires, donc elles diminuent beaucoup maintenant. Deuxièmement, le sida. Troisièmement, le suicide. Quatrièmement, les maladies diarrhéiques. Puis ensuite, la partie du myocarde, les pathologies tropicales négligées, les AVC, le paludisme, les accidents de la route, la tuberculose. Parmi ceux-là, ces dernières années, la tuberculose a reculé dans les pays développés, le paludisme a reculé dans les pays développés, et les maladies infectieuses respiratoires et diarrhée ont diminué dans les pays développés. Le sida reste un problème important dans les pays du Sud, en particulier en Afrique australe. Voilà. On a pris du coup l'habitude de classer ces infections du 21e siècle comme ça, au moins 17 millions de morts par an, avec les 3 grands tueurs, et il y a un microbe, seulement un microbe, c'est le sida, la tuberculose et le paludisme. Un groupe de tueurs sont les agents d'infection respiratoire, les agents d'infection digestive, et puis ensuite, le problème sont les problèmes des infections prévenues par les vaccinations. Il n'est pas si simple. Ce n'est pas parce qu'il existe une vaccination qu'on est capable d'éradiquer une maladie, c'est très complexe. Et tous les paris qu'on avait fait sur le XXe siècle de disparition des maladies liées à des virus exclusivement présents chez l'homme
à part la barrière qui a été éradiquée dans les années 70, se sont révélés pour l'instant des échecs. On espère toujours que ça va s'arranger, mais pour l'instant, ce sont des échecs. Donc, des maladies comme la poliomyélite ou la rougeole, on pensait qu'elles seraient éliminées au XXe siècle, et ça n'a pas été le cas. Il ne suffit pas de proposer aux gens qui refusent, il y a des campagnes anti-vaccinales dans tous les pays d'ailleurs. Et là, par exemple, d'une manière récente, aux États-Unis, il y a l'épidémie actuelle de rougeole qui est réapparue et qui est due au fait qu'en Californie, donc les gens pour lesquels le niveau culturel est le plus élevé, hein, ça n'a rien à voir directement avec le niveau culturel, en Californie, eh bien, les gens refusent maintenant la vaccination générale, donc une reprise de la rougeole, c'est une maladie extrêmement contagieuse. À l'autre extrême, au Pakistan, il y a des gens qui sont contre toute vaccination, et donc la vaccination, c'est plus dans ce domaine-là. Donc, encore une fois, l'acceptabilité des stratégies de prévention, c'est quelque chose de très complexe. Et on ne peut pas parier que tout le monde va vous croire et tout le monde va faire ce que vous pensez être important. Les infections nosocomiales, qui sont maintenant une partie très importante, peut-être à cause de la fréquence de mort par maladie infectieuse en France actuellement, ces infections nosocomiales. Donc ça sera votre responsabilité. Donc si on arrive, c'est peut-être le paradoxe, qui est que même ce qui tue plus comme infection, c'est les causes contractées, les infections contractées verticales, on a une responsabilité considérable. Je pense que vous devez être lucide sur cette responsabilité. Nous, on n'y était pas. On a vu ça petit à petit. On est sûr qu'on était du côté des bons, pas du côté des méchants. Et vous devez savoir commencer en sachant que vous n'êtes pas du côté des bons, du côté des dangereux pour les infections. Il faut le savoir. Et les infections émergentes, celles qui apparaissent, c'est le cancer. Les causes du cancer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maladie infectieuse? C'est la rencontre à un moment donné d'un microbe avec un humain. Et il y a toutes sortes de paramètres qui vont jouer et permettre cette infection. D'abord, quelle est la cible, le terrain. C'est nous, et nous, on a des éléments qui sont multiples, qui vont faire que l'on va être sensible ou pas sensible, ça va être dangereux ou ça va pas être dangereux. Du fait de notre terrain génétique, c'est une chose dont on se rend compte qu'elle est de plus en plus importante. Génétiquement, nous ne sommes pas égaux du tout face à telle ou telle infection. Il y a des terrains qu'on comprend plus ou moins, mais en tout cas, il y a des terrains. Le sexe, bien sûr. Le sexe pour trois raisons majeures. La première raison, c'est une raison anatomique. Les risques ne sont pas les mêmes anatomiquement, en particulier sur les infections vénères ou les abcès du sein. Deuxièmement, les modifications comportementales. On ne fait pas exactement les mêmes métiers, pas exactement aux mêmes endroits. C'est quelque chose qui varie d'un pays à l'autre, mais qui existe partout. Et puis, les hormones sexuelles qui jouent un rôle très très important de modulation des infections. Énorme, extrêmement important. Les stéroïdes en général, dont les hormones sexuelles, jouent un rôle important dans la réponse à l'infection. On voit chez Tramassin, par exemple, on voit aussi dans les rotinières. Vous verrez que pratiquement toutes les infections sont définies, au départ de l'infection, vous définissez le sexe ratio, la proportion. Enfin, c'est très rare que vous ayez un sexe ratio pratiquement toujours défini, pour des raisons qui sont X ou Y parmi ces trois. L'immunodépression, bien entendu, le microbiote, dont je vous ai parlé, je vous donnerai des exemples, et puis les co-infections. De plus en plus, on se rend compte, par exemple, que la mortalité de la grippe est 9 fois sur 10 due aux bactéries qui viennent avec le virus de la grippe, au virus de la grippe. Les co-infections jouent un rôle très très important. Et puis les toxiques associés, l'intoxication chronique, que ce soit par tabac, que ce soit par l'alcool, que ce soit par la morphine, que ce soit par... et sont associés à une modulation de la réponse immunitaire différente qui amène à des susceptibilités différentes. Les rencontres, c'est où est-ce qu'on se rencontre, où, et souvent, quand on parle de maladies infectieuses aiguës, souvent on retrouve, et c'est des choses que vous devrez faire quand vous devrez savoir de quoi les gens sont malades, souvent on retrouve quelque chose d'anormal ou d'atypique qui s'est passé dans les quelques jours avant. Ça peut être, souvent les sujets âgés font des pneumonies après Noël parce qu'ils ont rencontré leurs petits-enfants, porteurs de virus. Ça peut être le fait qu'on soit déplacé
Il y a toute une spécialité maintenant qui est la médecine des voyages. Et quand on va dans un pays tropical, on ne rencontre pas les mêmes microbes que ceux qu'on a ici. Donc il y a un risque d'être infecté et vice-versa. L'inoculation, je vais en parler, comment est-ce que les microbes pénètrent, et le contexte climatico-géographique qui est quelque chose auquel on comprend très peu de choses. Très peu de choses. On ne sait pas pourquoi il y a des maladies saisonnières, on comprend très mal. On ne comprend pas pourquoi ici il y a des maladies qui sont plus fréquentes quand il fait froid, ces mêmes maladies, qui a l'air d'être les mêmes maladies causées par les maladies, dont sous nous que vont survenir quand il fait très chaud dans les zones tropicales. Mais donc c'est un mouvement, c'est la grippe plus fréquente dans la saison des pluies en Afrique que pendant l'hiver. Et il y en a un peu toute l'année, donc on ne peut pas dire que sur le froid qui fasse la grippe. C'est que le froid est associé aux infections respiratoires virales dans les pays tempérés. C'est un facteur chez nous, mais ce n'est pas un facteur dans les pays chauds. Alors il y en a beaucoup plus dans les pays chauds. Donc dès que la grippe c'est lié au froid, on ne peut pas dire ça. On peut dire que c'est lié au froid dans les pays tempérés, et encore quand il n'y a pas de pandémie, mais quand c'est des virus récurrents qui apparaissent. C'est extrêmement complexe. Et puis le microbe, c'est quel type de microbe? Alors, les éléments de terrain, la vache, ça joue un rôle très important. Le nouveau-né, né stérile, théoriquement, sauf s'il a été infecté pendant la grossesse par sa mère. Sinon, et donc les premiers microbes qui va rentrer, c'est pendant la naissance. Puis ensuite, on va commencer à le toucher, et on va commencer à lui donner des microbes qui sont les nôtres. Pendant un certain temps, il y a des maladies qui ne fera pas parce que sa mère lui aura transmis son immunité, ça va durer quelques mois. Donc il y a quelques mois dans lesquels il n'y aura pas de maladie parce que sa mère a été protégée et qu'elle a transmis cette protection. Et les maladies qu'il va recevoir sont celles qu'il risque de recevoir, celles qui seront des microbes qu'il rencontrera dans cette filiation. Il y a toute une stratégie maintenant de détection chez la femme enceinte au moment de l'accouchement d'un certain nombre de microbes dont on sait qu'ils représentent un danger pour le bébé. Alors donc, chez la mère, ça ne pose aucun problème. C'est le cas, par exemple, des streptocoques B. Donc, une femme peut être porteuse de streptocoque B, en souffrir absolument pas. Mais si quand le bébé passe pendant la naissance, il attrape le streptocoque B, il peut faire une méningite. Donc maintenant, on détecte systématiquement, au moment de l'accouchement, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas, s'il y en a, on fait une injection à la mère d'antibiotiques pour éviter qu'elle le transmette au bébé. Donc ça, c'est le premier élément du terrain. Ensuite, les nourrissons. Les nourrissons, bien sûr, leur risque infectieux n'est pas du tout le même s'ils vivent seuls ou s'ils vivent en société. Quand ils vivent en société, c'est eux qui sont, probablement en termes de ça, c'est eux qui sont exposés aux risques infectieux les plus fréquents, les plus communs. Parce que, ils vivent dans une société restreinte, les enfants entre eux, et que deuxièmement, ils ont des comportements, ils ne sont pas du tout immunisés, donc le niveau de multiplication des microbes, en particulier des virus, est aussi beaucoup plus élevé. Donc ce qu'on appelle la charge virale, c'est le nombre de virus que vous trouvez quand un enfant a une infection digestive ou respiratoire, avec le même virus, est 100 fois ou 1000 fois plus élevé que celle d'un adulte, parce qu'il n'a aucune immunité. Et ensuite, vous savez, les enfants ont des comportements sociaux qui ne sont pas les nôtres. D'accord ? Vous voyez des nourrissons entre eux, ils se tripotent, ils s'embrassent, ils se bouchent, ils ont des comportements sociaux de proximité que vous ne faites pas ça. Vos rapports n'ont rien à voir avec les rapports des nourrissons. Donc les nourrissons ont des contacts et des risques qui sont très particuliers et qui fait que, vous savez tous, ils ont tous des épidémies, une fois la rhinopharyngite, une fois la bronchite, une fois la bronchiolite, une fois la diarrhée, une fois... Donc et de ce fait, d'ailleurs, ils jouent. Les gens qui ont des nourrissons à la maison ont aussi un risque d'infection plus important que les gens qui n'ont pas de nourrissons à la maison, puisque les enfants jouent maintenant sur le vecteur. Donc ils sont surexposés et ils vectorisent ça. C'est la vie sociale des enfants. Ensuite, les enfants jeunes ont des risques qui sont spécifiques. Les adultes ont plutôt moins d'infections parce que la plupart ils ont été protégés du fait de leur rencontre antérieure et ils ont encore une immunité assez robuste. Et puis les sujets âgés, eux, ont perdu une partie de leur immunité et donc ont une susceptibilité aux infections qui est plus grande. D'autant que souvent ils ont des pathologies associées, diabète, athéroschlérose, etc. Le sexe est facteur anatomique
hormono-culturelle, il y a les risques masculins liés à des facteurs atomiques, la prostatite, les maladies masculines, voilà. L'expression même des maladies n'est pas la même pour les maladies sexuellement transmises. Le sexe chez l'homme est extériorisé, donc on voit des choses. Puis le reste est plus long, donc le reste est plus parlant. Puis s'il y a une maladie vénérienne, ça se voit sur un sexe masculin. C'est plus compliqué à voir sur le sexe féminin. Il faut aller regarder, parce que les hommes voient tout de suite s'ils ont quelque chose. Donc l'expression, il faut regarder dans les IST, les infections sexuellement transmises, on a toujours l'impression qu'il y a un sexe ratio plus important chez les hommes que chez les femmes. C'est parce qu'on le voit mieux chez les hommes que chez les femmes. Ensuite, chez les femmes, les risques d'infection prépubères ne sont pas les mêmes que dans l'âge fertile. La femme enceinte est exposée à des maladies spécifiques. Elle est très peu. Le problème, c'est qu'en particulier pendant les 3 premiers mois, elle est très peu. Une grande partie de l'expression des maladies infectieuses est déguisée et est amoindrie par l'état du premier trimestre de partie. Bien sûr, il y a des risques spécifiques de l'accouchement. Et puis ensuite, les infections des femmes ménopausées, des femmes qui n'ont plus en particulier non substituées, sont de nature différente. Elles rejoignent dans l'expression des maladies infectieuses celles des hommes. Elles ressemblent plus à celles des hommes. Donc ça explique qu'il y a un sexe ratio. Les causes d'immunodépression, il y a très très multiples causes d'immunodépression. C'est un peu bête de définir, mais on ne sait pas faire autrement, de définir l'immunodépression, pas l'immunodépression. Ce que je vous liste là, ça représente bien entendu des risques d'infection qui n'ont rien à voir, parce que ces niveaux d'immunodépression n'ont rien à voir. Donc l'infection HIV avec des T4 normaux, bien qu'on ait l'impression que l'immunité soit normale, en réalité, peut-être pour des raisons de microbiote, les gens qui sont HIV positifs ont un risque d'infection d'origine muqueuse qui est particulier, même si on ne note pas, on n'arrive pas à trouver d'éléments évidents d'immunodépression. Le sida, lui, est un effondrement immunitaire, donc il y a des infections qui sont spécifiques, ou quasi spécifiques, ou rarement observées en dehors du sida. Il faut vraiment seulement avoir une dépression très sévère pour faire ça. C'est comme ça qu'on a découvert la maladie sida. La maladie sida, ça a été découvert un système extrêmement performant de surveillance aux États-Unis. Et en particulier, il y a des médicaments très particuliers, des médicaments rares, en particulier été surveillé. Il y en avait un qui s'appelle la lomidine, qui est prescrit en principe que chez des gens qui ont une infection avec un champignon, Pneumocystis. Et ce champignon, on le trouvait chez les gens qui avaient des grandes immunodépressions, en particulier les gens qui avaient des transplantations. Il s'est trouvé qu'il y a eu 3 cas en Californie qui n'ont pas du tout été diagnostiqués par le même médecin, donc c'est la surveillance, c'est vraiment la surveillance de consommation de molécules à traitement anti-infectieuse, qui dit mais tiens c'est bizarre, il y a 3 personnes qui ont été traitées par ce médicament qui n'avaient pas de transplantation, pas de cause d'avoir une grande immunodépression, et c'était 3 jeunes célibataires. C'est comme ça que le sida a été découvert en 1983. On appelait ça le cancer gay, parce que c'est la première population qui a été touchée, c'est la population d'hommes homosexuels en Californie, qui était traitée pour une infection qu'on voyait normalement que chez les transplantés. Et donc c'est devenu tout à fait, c'est pas exclusif, mais 99% d'infections avec ce champignon en réalité sont des patients pour la cirrhose. La cirrhose aussi prédispose pour multiples raisons, y compris parce qu'il y a des shunts orthocaves, le diabète, en particulier au staphylocoque, la splénectomie, quand on enlève la rate, eh bien, on risque de faire des septicémies très violentes, en particulier à pneumocoque. Donc c'est la raison pour laquelle, quand on enlève la rate de quelqu'un, pour des raisons cancérologiques, on le vaccine contre le pneumocoque, on lui donne en continu de la pénicilline pour éviter qu'il fasse des septicémies mortelles. Ce n'est pas la seule infection associée avec la splénectomie, mais c'est celle qui est la plus dangereuse et la plus commune. La graminopénie, bien sûr, les polynucléaires jouent un rôle très important. Donc, si vous n'avez plus de polynucléaires, toutes les bactéries qui sont normalement
détruites par les bolivitaires à cause de les infections. Le cancer, ça ne veut rien dire, le cancer, entre un cancer cutané bénin et un cancer terminal, bien sûr, ça n'a rien à voir, mais il y a des maladies qu'on trouve plus communément dans les cancers graves. Les lymphomes, la chimiothérapie, bien sûr, les traitements anti-rejet. Ce qui est plus récent, c'est tous les traitements avec des anticorps antimonoclonaux, avec des anticorps monoclonaux, en particulier anti-TNF, choses qu'on utilise beaucoup en rhumatologie, sont associés à des infections spécifiques, en particulier la tuberculose, mais pas seulement, et puis les traitements par la cortisone. Donc tout ça, tous ces éléments vont exposer à des risques infectieux relativement spécifiques. Ensuite, il y a vous, les microbes que vous avez, et puis parfois on vous a rajouté quelque chose. Alors, ce quelque chose, ça peut être une greffe d'organes. Quand on met une greffe d'organes, on vous met les microbes dans l'organe aussi. Ça, on le teste avant de faire une greffe d'organes, on regarde est-ce que le malade a l'hépatite B, est-ce qu'il a l'hépatite C, est-ce qu'il a la syphilis, est-ce qu'il a. Vous voyez, parce que sinon, on transfère l'organe de la maladie. Les prothèses, ensuite les prothèses. Le risque des prothèses est de deux natures. Un, vous pouvez infecter la prothèse au moment où vous la mettez, d'accord? Mais même si vous ne l'infectez pas, vous avez un risque infectieux spécifique, qui est le risque d'infecter cette prothèse quelques années après, parce qu'une bactérie qui circule va être retenue sur la prothèse alors qu'elle ne serait pas retenue sur un os ou sur un vaisseau naturel. Donc ça, c'est les... On peut retrouver par exemple des infections sur prothèse vasculaire, sur prothèse cardiaque, sur prothèse osseuse, dû au fait que vous avez des bactéries qui ont circulé à partir de la bouche, qui ont circulé à partir de l'urine, qui ont circulé par le tube digestif, et qui ne seraient pas fixées s'il n'y avait pas d'anomalie, s'il n'y avait pas un corps étranger. Et donc c'est des infections sur corps étranger. Les intoxications. Je vous rappelle que le produit vraisemblablement le plus toxique, le plus addictif de tous les produits que l'homme ait jamais rencontré, c'est le tabac. De tous. Après, c'est pour ça qu'il faut être prudent quand on parle. Je vous suggère d'éviter de qualifier les uns ou les autres toxicomanes. La plupart des humains ont été toxicomanes à une drogue ou à une autre. C'est pas parce qu'elle est légale, peut-être qu'il faut dire. La drogue illicite ou la drogue illégale, et encore, comme la morphine est légale, on ne sait plus trop comment on définit ça, sauf que c'est plus socialement que c'est défini que médicalement. Il faut être prudent avec l'usage de ça. Mais globalement, en termes d'addiction, le tabac a fait la preuve de sa plus grande force. C'est le plus addictif de tout. Des pays dans lesquels 25% de la richesse familiale est dépensée à acheter du tabac. C'est une épidémie extrêmement récente, ça vient d'Amérique, donc c'était pas. C'est le plus addictif de tous, et ils sont associés au tabac des maladies infectieuses, dont certaines, la plupart d'entre elles apparaissent comme étant indirectes dues à l'inflammation de l'usage du tabac, donc une surinfection bronchique, etc. L'alcool est aussi lié à des infections. Il est vraisemblable que l'infection, celle que vous risquez, parce que c'est à votre âge, mon âge existait moins, c'est plutôt les gens des pays du Nord, mais à votre âge, là, le binge drinking, ça s'associe à des inhalations, ça s'associe à des pneumonies-inhalations. Les gens qui sont dans le coma parce que le samedi soir, ils ont bu une bouteille de vodka. Il y a un risque, un des risques, il y a un risque infectieux, c'est le risque de vomir et d'avaler ça, et de faire des pneumonies-inhalation, on va pas des pneumonies graves. C'est le risque plus direct de l'alcool. Les drogues intraveineuses, bien entendu, si vous injectez des choses directement, eh bien, vous avez le risque qu'il y ait quelque chose dans la drogue. C'est un risque assez faible. C'est arrivé dans les liquides de diluants. À un moment, une vingtaine d'années, il y avait des épidémies parce que les gens servaient pour injecter la cocaïne de citron pour le diluer, et il y avait des champignons du citron qui étaient à l'origine de septicémie. Récemment, il y a eu une épidémie d'anthrax, de charbon qui a été observée dans le nord de l'Europe chez les gens qui utilisaient des produits de la drogue ultraveineuse.
Mais le plus gros problème qu'il y a eu, qui est maintenant un peu derrière nous, c'est quand il y avait un partage des seringues. Voilà, qu'il y a un partage des seringues, la seringue devient un vecteur. Et donc elle devient un vecteur entre deux hommes. Et ça, voilà, ça donnait des épidémies épouvantables, sida, l'épidémie absolument épouvantable. Parce que c'est très facile, là, vous prenez une minute de sang chez l'un, vous l'injectez chez l'autre. Et donc, ça n'a pas été, d'ailleurs, les drames de l'injection comme ça n'ont pas concerné que les gens qui faisaient de l'usage illégal de drogue. Par exemple, l'endroit dans lequel il y a le plus d'hépatite C au monde, c'est en Égypte, et c'est notre faute à nous, médecins. C'est-à-dire qu'il y a eu une stratégie de traitement généralisé contre la bilharziose avec des aiguilles qui n'étaient pas des aiguilles à usage unique, et donc les populations, peut-être la moitié des hépatites C du monde se trouvent en Égypte à cause d'une campagne de prévention de la bilharziose. Vous voyez, après, si les gens ne sont pas toujours d'accord avec nous sur une campagne de prévention, ils n'ont pas toujours tort. On leur a fait qu'il faut plus de mal que de bien en ayant une stratégie préventive. Donc il faut faire attention, en particulier à la mise en œuvre. Et tout ça laisse des traces. Ensuite de ça, quand vous avez une proportion extrêmement importante de la population de maladies qui finit par être mortelle, quand même les gens sont un peu prudents avant de laisser vacciner leurs gosses, en fait, sûr que vous n'avez pas eu la chose. Donc ces erreurs accumulées ont fait que la naïveté un peu probablement excessive du XXe siècle, de tout ce qui était technologie qui était bon, beaucoup sont revenus. Donc c'est les injections qui posent un problème. Les injections avec du matériel qui n'est pas stérilisé, du matériel qui n'est pas qui pose un énorme problème. Et puis le sucre, parce que bien entendu c'est diabétogène et ça favorise l'obésité et toutes les maladies liées à l'obésité. Les maladies infectieuses de l'hôpital, ça c'est nous tous, donc il faut, c'est quelque chose qu'on doit apprendre, on doit essayer d'apprendre à maîtriser. On ne peut pas dire, là, comment dire, on ne peut pas dire qu'on connaisse bien, qu'on comprenne bien tout et la manière dont ça se passe. D'ailleurs, si quand vous regarderez, vous passez de la fac à l'hôpital, le grand bâtiment qu'on est en train de bâtir, pas le truc jaune, ça c'est pas bon. Et le truc plus loin, ça, je ne suis pas très pour ça. Le truc qui est plus loin, c'est un hôpital de recherche autour des maladies infectieuses qu'on est en train de bâtir pour faire justement l'analyse de la transmission à l'intérieur de l'hôpital. On comprend très mal. Je vous en donnerai des exemples, mais on comprend très mal comment ça se passe. Donc qu'est-ce qui se passe à l'hôpital? D'abord, les patients, donc le terrain. Les patients sont vulnérables. Ils sont vulnérables et ils sont troués. Donc c'est une des raisons pour lesquelles ils attrapent les maladies, c'est que pendant des années, toute ma génération, celle qui vient après, dès qu'on a vu un malade rentrer à l'hôpital, on n'a rien eu d'aussi pressé que de lui foutre un tuyau quelque part. Et ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est le premier point. On les trouve, on met les cathéters, on met les cathéters sanguins. Et à chaque fois qu'on met un cathéter, on prend un risque. Nous, on estime qu'il y a, on avait fait un travail avec le ministère de la Santé, donc on pense à peu près, là, on fait 20 000 morts par an en France de bactéries. Je ne veux pas dire qu'il ne serait pas mort autre chose, je ne veux pas dire que tout les permet. Essentiellement, on peut dire que les 2 tiers viennent des cathéters sanguins et des cathéters urinaires. Les cathéters sanguins, ça donne les staphylocoques, les cathéters urinaires, ça donne une PCH. Et ça, c'est une énorme responsabilité. Si vous comparez une partie, encore une fois, les gens sont pareils parce qu'ils étaient malades, et ça, on évalue ça comme étant une cause de surmortalité. Ce n'est pas 20 000 personnes avec une bactérie qui sont mortes, mais qu'il y a une cause de surmortalité par rapport aux gens qui ont eu une prise de sang à ce moment-là et qui n'avaient pas de bactéries. Donc on a un rôle considérable. Et en particulier parce que pour ce domaine comme pour d'autres, on a été naïf, on croyait que tout ce qu'on faisait était bon. Donc quand vous avez l'impression, quand quelqu'un a fait un malaise, que de le perfuser, c'est bon pour lui. C'est pas bon. C'est bon pour lui, il y a des raisons très précises pour lesquelles c'est bon pour lui. C'est bon pour lui s'il choque, c'est bon pour lui s'il est déshydraté, c'est bon pour lui si vous ne pouvez pas faire autrement que d'injecter quelque chose. Dans tous les autres cas, c'est pas bon. Donc à chaque fois qu'on vous dira aux urgences, c'est une perfusion d'attente, c'est tout ça, c'est dangereux. C'est de prendre des risques qu'il ne faut pas. Donc il faut peser les risques. Et non seulement on est tellement habitué à ça que dans toutes les enquêtes qui sont faites, y compris chez nous, mais faites aux États-Unis, c'est pas qu'on est plus propre que les autres, c'est comme ça. Si vous demandez au personnel soignant, à l'interne en charge d'un malade, s'il sait s'il est perfusé ou pas,
Dans 30% des cas, il ne sait pas. Et si vous demandez s'il sait si son patient est infecté du son de rien ou pas, dans 50% des cas, il ne sait pas. Donc cette source-là, qui est la plus grande source de mortalité en maladie infectieuse dans ce pays, les gens s'en foutent. C'est pas votre génération qui va en s'en sortir. Disant, attendez, avant d'agresser un malade, c'est dangereux ce que je fais. Donc avant de faire, je réfléchis à coût-bénéfice. Est-ce que c'est bon pour vous? Et vous-même, moi j'ai eu 2 enfants pour les urgences, ils m'ont foutu une infection. C'est pas le terme, parce que je n'étais pas là pour choisir, sinon j'aurais interdit de perfuser. Donc vous-même, refusez déjà, vous faire arriver, parce que vous avez cassé les pieds, l'auteur n'a pas besoin de faire de perfusion, c'est bêtise. Il faut refuser de le faire, il ne faut pas le faire pour là. Demandez pourquoi on le fait. Pourquoi on le fait? C'est parce que c'est devenu automatique. Les pompiers le font, le SAMU le fait, tout le monde le fait. C'est devenu automatique. On dit qu'est-ce qu'on fait? Tac, on perfuse tout de suite, on est tranquille, on met du glucose, on ne sait pas pourquoi. Alors il va falloir revenir sur des habitudes, ça va être extrêmement difficile. Peut-être avec des outils, on est en train de réfléchir à faire des outils qui demanderont aux médecins pourquoi ils veulent mettre un cathéter, pour qu'il y ait une justification à mettre un cathéter. Bon, c'est un vrai enjeu. C'est un enjeu, c'est une bêtise. En fait, c'est pas grave, on fait une bêtise en testant. Il faut revenir sur ces choses-là et revoter systématiquement. La source des infections, donc tous ces traumatismes dont je vous parle, qui parfois les gens rentrent aussi dans une fracture ouverte, tout ça c'est l'ouverture d'un système qui essaie de se protéger. Là vous trouez les défenses, vous trouez la peau, vous remontez sur une muqueuse, vous brisez les défenses mécaniques des humains, qui sont les plus efficaces. Ce qu'il y a de plus efficace, c'est les défenses mécaniques. Donc si vous bypassez la défense mécanique, vous supprimez la plupart des défenses naturelles. C'est celle-là les plus efficaces. C'est assez imperméable naturellement, si on ne fait pas de trou. Ensuite, quelle est la source? Les patients. Eh bien, là aussi, tous les ans, on a des épidémies à l'hôpital qui sont dues au fait que, bien, voilà, on laisse un patient rentrer avec une grippe dans un service de médecine, dans un service de gériatrie. Là, on vient de vivre 2 épidémies de grippe dans l'hôpital, une épidémie de 30 personnes de suite, l'autre de 20. Simplement parce qu'on a fait rentrer un malade contagieux dans un endroit auquel on n'a pas appliqué les règles qui ont empêché la dissémination. Donc, tous les ans, tous les hôpitaux en France ont des épidémies de grippe avec des gens qui en meurent à l'hôpital. On demandait, ils étaient venus, quand je ne sais pas quoi, une prothèse de hanche, je ne sais quoi. Ouais. Tous les ans, on a des épidémies de gastro-entérite. La gastro-entérite, j'ai l'occasion de dire, c'est ce que vous appelez la gastro-entérite. Ce que les Américains appellent les vomissements saisonniers. C'est dû à norovirus, qui est une des bestioles, peut-être la bestiole la plus contagieuse de tous. Donc, si vous faites rentrer quelqu'un qui a une diarrhée à norovirus dans un service maladie infectieuse de médecine ou un service de gériatrie, maladie infectieuse, en principe, on n'arrive pas dans le cas secondaire. Mais dans les services de médecine habituels, dans les services de gériatrie, eh bien, il y a un service de pédiatrie, l'épidémie de norovirus, temps régulièrement, tous les ans, t'entends un qui meurt de ça. Donc, y compris à l'hôpital, nous avons des épidémies importantes. Il y a 2 ans, on a une épidémie de rougeole absolument considérable, avec du personnel non soigné, non vacciné qui est en anticorps. Donc le personnel, c'est un vecteur. En même temps, c'est le personnel qui sort le vecteur. Ensuite, il faut faire attention, des fois, il faut faire attention. C'est une chose, je ne pourrais pas dire que on ne pense jamais aux effets indirects des choses que l'on met en place. Alors, il y a quelque chose qui se met en place sur le plan social. Alors, selon que c'est la droite ou la gauche, c'est supprimé ou c'est remis, il y a un truc pour éviter les jours de congé abusifs. Enfin, trop de jours de congé. Alors, il y a plusieurs stratégies. Une stratégie qui a été prise par la sécurité sociale, c'est que le premier jour ou les 2 premiers jours d'arrêt ne sont pas remboursés. Après, il y avait une prime de présentéisme. Si vous aviez été 0 fois absent dans l'année, bien vous aviez une prise de présentéisme. Et il s'est passé un effet pervers. Pas imaginé, c'est que quand les gens étaient malades, ils venaient travailler. Donc ils affectaient malades. Donc c'est compliqué. La contagion est quelque chose qui échappe aux règles sociales ordinaires. Et puis c'est très gênant, la contagion, parce que vous allez dire à quelqu'un qu'il est dangereux alors qu'il est méchant, bête, donc vous allez l'exclure la circuit social, pas du tout à cause de ce qu'il a fait, mais à cause du fait qu'il a un microbe. Donc c'est très compliqué. Et ça va un peu contre les droits de l'homme, vous voyez, la contagion. L'idée de dire à quelqu'un qui est dangereux pour les autres alors qu'il ne veut pas, qu'il n'est pas méchant, c'est une idée qu'on perçoit mal. En fait.
Donc les sources, c'est les patients, c'est les soignants. Et les soignants, donc, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils vont servir de vecteur entre eux et l'environnement, entre le malade et l'environnement. Alors ça peut être par les mains. Il y a quelque chose qui joue un rôle maintenant très intéressant et très important, c'est les téléphones portables. Les gens ont leur téléphone portable, alors même s'ils pensent à il y en a, ils téléphonent tout le temps, alors ils téléphonent, ils posent leur truc, ils ont touché quelqu'un. Et donc ce qu'on retrouve quand on analyse les téléphones portables, c'est extraordinaire. Ça et les stylos aussi. C'est le stylo, le téléphone portable. Donc si vous faites la microbiologie des stylos et des téléphones portables, vous êtes étonné. Dans les hôpitaux, hein, donc c'est des vecteurs importants. Donc les bactéries, ensuite les bactéries multirésistantes. Là aussi, il y a une transmission qui peut être par les mains. Donc c'est une des raisons pour lesquelles la vraie stratégie mise en place actuellement, c'est de se passer les mains à l'alcool avant de toucher un malade. Donc si on fait ça, risque de transmission. C'est très bien. Alors, ce qu'on voit, vous ferez pareil, vous considérez que l'alcool c'est pour vous protéger vous, c'est-à-dire que vous passerez les mains à l'alcool après avoir touché le malade. Et pour le malade, c'est avant de le toucher de l'alcool sur les mains. Quand vous avez un malade qui a des croûtes et tout, vous mettez de l'alcool sur les mains. Et c'est avant de le toucher. Si vous ne voulez pas l'infecter lui, c'est avant de le toucher. Et bien ça, je peux vous dire, et là aussi on a une grande surprise, les travaux qu'on fait actuellement, c'est que, avec l'équipe de Philippe Conquien, on a vraiment été pionniers dans l'utilisation, dans le rétablissement de l'utilisation systématique de l'alcool pour toucher le malade. On faisait ça avec les pipettes au départ, et puis Philippe, avec un ingénieur, a mis en place tout ce que vous voyez à l'hôpital, ces distributeurs automatiques dans les chambres. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaillait. Et jusqu'à présent, la manière d'évaluer l'adhérence, l'adhésion du personnel à ça, c'était de mettre quelqu'un qui observe, un observateur externe. Et c'est pas que nous, les gens qui sont devenus leaders dans ce domaine depuis, c'est les Suisses, donc toutes les études qui rapportent l'adhésion à ces principes-là rapportent dans les services dans lesquels c'est bien implanté, etc. C'est 60% des gens. Et nous voulons bien implanter des outils qui sont des outils neutres, c'est-à-dire qui ne sont pas la présence de quelqu'un qui vous regarde. Bien entendu, vous imaginez bien que vous faites beaucoup moins de bêtises si quelqu'un vous regarde que s'il n'y a personne pour vous regarder. Et en particulier, quand on met les systèmes automatiques, ce qui est très bien, c'est au bout d'une semaine, tout le monde les oublie. Donc les gens reprennent leur comportement naturel. Et là, dans le meilleur service dans lequel on fait plus attention, dans lequel il y a plus grande pression, etc., il n'y a que dans 25% des cas que les gens adhèrent aux consignes de base qui sont rien, une espèce d'un coq sur les mains avant de toucher. Seulement 25%, dans les meilleurs services. Donc ça explique pourquoi on n'a pas encore fait reculer les choses. Donc on est au tout début. Donc on a vraiment des problèmes avec ça, les changements de comportement, c'est extrêmement complexe, extrêmement difficile. On va essayer de travailler sur des détections qui permettraient de faire sonner, c'est comme ça a très bien marché ça pour la ceinture. Vous avez la voiture qui sonne quand vous n'avez pas foutu la ceinture. On est en train de penser, il y a un ou deux sites dans le monde qui font ça, si vous n'avez pas passé devant le distributeur d'alcool avant, voilà, ça sonne. On arrivera peut-être à ça, d'autres mécanismes pour faire qu'on ne représente plus, nous, le plus grand danger que l'on est malade quand on est à l'hôpital. Il faut s'arrêter. Parce que les amis, là aussi c'est compliqué, il y a tout un process. On a vu par exemple que dans les transmissions secondaires d'Ebola dans les hôpitaux, ça c'est une maladie qui nous affecte nous, le truc qui est arrivé de manière assez intéressante, on a eu plus de cas secondaires dans les pays développés qu'au milieu de l'Afrique. La raison, c'est que au milieu de l'Afrique, ils savaient qu'ils avaient un sous-équipement mécanique et donc ils se servaient extraordinairement de l'eau de Javel, couturier. Et donc il s'est passé de l'eau de Javel sans arrêt dessus sur les vêtements, etc. Est-ce que chez nous, l'idée que les vêtements mécaniques arrêtaient les choses faisait qu'on utilisait beaucoup moins ça. Alors si on n'était pas l'eau de Javel ou l'alcool, et le problème c'était au moment de se déshabiller. Comment on enlève des gants, comment on enlève un vêtement avec des gants qui sont souillés. Donc il suffisait en fait de se passer les gants avant, de décontaminer les gants avant de toucher les vêtements. Et c'est ce mécanisme oublié qui a permis d'avoir des cas secondaires d'Ebola, en particulier dans les pays développés, avant tout sur la vie et pas sur la décontamination. La durée d'hospitalisation, plus on risque, plus on reste, plus on est infection, et puis les contrôles de la prescription des antibiotiques qui jouent. Voilà. Au moins 12 000 morts par an en France dans les hôpitaux par bactéries. Nous, pour la PHN, on avait imputé 100 décès par bactérie par an dans les hôpitaux de Marseille. Avec
Escherichia coli, c'est des cathéters urinaires. Staphylococcus aureus et Staphylococcus epidermidis, c'est des cathéters sanguins. Capture la pneumonie et endométriose. Sur 120 000 admissions, il y en a 1% qui ont une bactérie et 10% de ceux qui ont une bactérie. C'est colossal. Donc c'est notre problème. C'est votre problème, c'est votre génération qui doit s'attaquer à ça. Après, les nouvelles technologies, tout ce qu'il y a de nouveau. Présent, ça a l'esprit, c'est pour ça qu'on ne peut pas adhérer entièrement à l'idée du principe de précaution. À chaque fois qu'on change quelque chose, on change l'écosystème. À chaque fois qu'on change l'écosystème, on change l'écosystème. En plus ou en moins, mais ce ne sont pas les mêmes. Donc, l'air conditionné, un air conditionné, c'est la première fois qu'on avait de l'air pulsé, on donnait des gouttelettes d'eau qui étaient dans les tuyaux, et donc dans l'eau, toutes les eaux du monde, il y a des légionnaires, donc la maladie légionnaire, ça a été associé au départ avec l'air conditionné. Ce n'est pas l'air conditionné qui est en cause, c'est l'eau. Et il y a une histoire qui est une histoire tout à fait extraordinaire. L'histoire de la maladie légionnaire en général, c'est une histoire extraordinaire. En 1976, là aussi c'est détecté par les techniques, par les services américains, qu'il y avait un système qui existait en 1976 qui n'existe toujours pas chez nous, qui était de regarder la mortalité par site, sexe et âge en permanence. Et donc, notre CDC qui groupe toutes ces informations, qu'à Philadelphie, il y a une surmortalité très importante des hommes de plus de 50 ans de tel ou tel semaine. C'est un signal, une alerte. Les gens vont voir ce qui se passe, c'est les gens qui sont morts de pneumonie. Et on regarde, presque tous ceux qui étaient là, qui étaient morts de pneumonie, faisaient partie d'un congrès d'anciens militaires, American Legion, c'est pour ça qu'on appelle ça la maladie légionnaire, qui étaient en même temps. Il y avait un malade en plus qui, lui, n'était pas, fait pas partie de l'American Legion, mais qui était passé par devant le tel. Donc, l'investigation a été faite, c'était dans le système de climatisation. Et donc, on a dit, voilà, la maladie légionnaire, c'est la maladie des climatiseurs. Quelques années après, on s'est rendu compte qu'en réalité, c'était dû à l'eau, et qu'il y a peu de conditions dans lesquelles on reçoit de l'eau. Il y en a une auquel vous serez exposé, vous y pensiez. Une des manières d'attraper la maladie légionnaire, c'est une maladie de terrain. C'est plus les hommes qui fument, c'est pas tout le monde a le même risque. Mais le risque d'exposition, c'est quand, par exemple, vous partez en vacances, et après être parti 15 jours en vacances, ou 3 semaines en vacances, vous prenez une douche. Le risque de légionnaire est maximal. Donc il faut que vous fassiez couler la douche pendant 5 minutes avant d'y aller. Parce que comme ça, toute l'eau qui a stagné, dans laquelle les légionnaires se sont multipliés, est partie. Vous avez à nouveau de l'eau dans laquelle il y a peu de légionnaires. Donc c'est l'eau. Et ce qui est très intéressant, c'est pour ça qu'il faut justifier la première étude. La première étude représente une partie. On a découvert en Angleterre que les gens qui faisaient le plus de maladies légionnaires, maintenant, c'était les chauffeurs routiers, camionneurs. Donc l'idée qui est arrivée, c'est les camionneurs parce qu'ils ont la voiture climatisée. On fait l'étude, et non, c'est justement ceux qui n'ont pas la voiture climatisée qui font des maladies légionnaires. La réponse, comment c'est possible? Ça n'a pas de sens. La réponse, c'est que, en réalité, les bactéries de la maladie légionnaire se multiplient dans l'eau de rinçage, dans l'eau de projection que vous mettez sur le pare-brise. D'accord? Et ceux qui n'avaient pas la climatisation, avec la fenêtre ouverte, de temps en temps, ils envoyaient de l'eau sur le pare-brise, ils attrapaient les légionnaires comme ça. Donc c'est l'eau, c'est comment vous faites un aérosol de l'eau qui est stagnante. Donc c'est pas la pompe, il suffit de mettre un peu d'alcool dans le truc, ou n'importe quel décontaminant, il n'y a plus de maladie légionnaire dans les quelques jours. Les seringues, je vous ai dit, mais à chaque fois que vous avez quelque chose, donc la bronchoscopie, vous avez des risques de pneumonie avec, les transfusions, bien entendu. Alors au fur et à mesure, on teste de plus en plus de choses de transfusion pour les éliminer, mais nous, on a trouvé il y a plein de. En réalité, votre sang n'est pas du tout stérile. Il y a plein de virus dans le sang. Mais on ne sait pas ce qu'il fait. On n'a pas le bon rythme. Il y en a qui ne doivent pas être mauvais, en particulier le virus TTV. Il y a 30% d'entre vous ont ce virus-là. Qu'est-ce qu'il fait? On sait rien. Et en tout cas, on sait que dans une transfusion, on ne peut pas faire autrement. Donc, il n'y aura jamais une transfusion sanguine qui sera anodine. Donc là aussi, oui,
autant votre génération, ça sera de lutter comme des malades contre le cathéter. Moi, ma génération, ça a été de lutter contre les transfusions sanguines abusives. Moi, quand j'étais jeune, j'avais votre âge, on m'apprenait que les femmes enceintes ont un peu d'hémodilution, un peu une volémie augmentée, et donc souvent elles ont une anémie apparente, ils sont plus apparentes que réelles. Et donc tous les gynécologues, à cette époque-là, quand on avait une femme enceinte avec moins de 10 grammes, on faisait un petit coup de transfusion, ça fait du bien. Et c'est comme ça qu'on a transmis le sida, l'hépatite B, l'hépatite C. Donc, si vous voulez, on pense en faire bien. Donc faites attention, il ne faut pas penser faire bien, il faut qu'on vérifie que ce qu'on fait n'est pas pire. Parce que les femmes enceintes, depuis le début de l'humanité, elles avaient toujours été un peu hémodiluées, il n'y a pas besoin qu'on leur donne des transfusions. Donc attention, chaque geste que l'on fait a un potentiel d'agressivité. C'est pas parce qu'on est bien intentionné que ça fait du bien. Hein. On doit réaliser ça dans notre génération. Donc les transfusions, on court après tous les nouveaux microbes. Voilà. Scrose par exemple, marque l'hépatite E. Ici c'est très fréquent l'hépatite E parce que c'est lié au philatélie. Hein. On mange des philatélies en train d'hépatite E. On a beaucoup ici, on a beaucoup dans le sud-ouest. Si on mange le philatélie, et donc se pose la question, est-ce que maintenant on doit détecter systématiquement l'hépatite E dans les transfusions? Nous, on a rapporté un cas transfusionnel d'hépatite E. Vraie question. Donc c'est jamais fini, mais à chaque fois on détecte quelque chose pour le rendre de plus en plus sûr. Donc quand on transfuse quelqu'un, il faut qu'on sache que si on ne transfuse pas, ça va être très mal. Bien sûr, il y a des gens qu'on sauve, qu'on a sauvés, et on continue à en sauver avec la transfusion. Il faut faire attention en particulier aux transfusions excessives. Il faut bien réfléchir avant de faire la transfusion. Ensuite, la chirurgie des infections nosocomiales, les infections de sites, les infections de sites opératoires. C'est très compliqué, les infections de sites opératoires. C'est lié en grande partie, l'infection du site opératoire, c'est lié, 1, à la durée, 2, à la taille. C'est pour ça que la chirurgie qui est faite sur chirurgie ambulatoire et en plus avec celluloscopie a un risque qui est infiniment plus faible. Pour diminuer le temps d'hospitalisation, vous n'avez plus de contact direct et le site opératoire est petit. Donc tout ça, ça diminue d'une manière drastique les risques d'infection opératoire. En particulier, la meilleure manière de détecter, d'empêcher les infections du site opératoire, c'est de ne pas y mettre les gants. Pas de mettre des gants, rien, que des outils. Les outils sont safe. Les doigts, on ne sait jamais qu'ils sont passés. Donc c'est nos touches, c'est de ne pas mettre les doigts qui fait la différence, et c'est une grande partie des défis de la celluloscopie sur l'infection opératoire, c'est considérable. Donc de ne pas toucher. Alors pas y mettre les doigts avec des gants, c'est un élément essentiel. C'est pas la peine de mettre 2 paires de gants, 3 paires de gants, on ne sait jamais les mains, parce que les outils ne vont que là où on veut. C'est une clé importante. Les transplantations, je vous en ai parlé, les xénogreffes, c'est d'utiliser des tissus animaux pour pouvoir les greffer. Là aussi, ça comporte des risques qu'on ne sait pas chiffrer pour l'instant parce qu'il y a des microbes, des virus invisibles, donc on ne sait pas ce qu'ils donnent. Les mêmes TTV dont je vous parle du cochon, est-ce que ça donne une infection? C'est là qu'on ne sait rien du tout. Donc, ensuite, le microbiote digestif. Il y a un exemple très spectaculaire du rôle du microbiote digestif et de son association avec les microbes dangereux. C'est des colites associés à un microbe qui s'appelle Clostridium difficile. Difficile. Après, c'est censé être du latin, c'est pour ça que je vous le dis en latin, difficile. Eh bien, si vous regardez, vous faites une étude chez les enfants, vous regardez, on l'a fait sur plusieurs milliers, vous regardez combien d'entre eux ont Clostridium difficile. À peu près 5%. Aucun n'est en bas. Ah, donc ça ne suffit pas d'avoir Clostridium difficile. Après, chez les adultes, si vous regardez Clostridium difficile, banalement comme ça, c'est pareil, très peu. Donc il faut avoir Clostridium difficile, mais il faut que ce soit un Clostridium difficile qui sécrète une toxine. D'accord. Donc c'est toxique. Mais ça ne suffit pas. Ensuite, il faut qu'il y ait une population particulière, enfin une colite. Cette population, c'est les gens de plus de 60 ans. Si vous avez Clostridium difficile toxinique chez les gens de moins de 60 ans, c'est très rare. Et après 60 ans, ça ne suffit pas non plus. Dans la plupart des cas, on retrouve dans le mois précédent le fait que le patient a pris des antibiotiques. Donc il a changé de microbiote. Et donc, il faut qu'il y ait le changement de microbiote, un terrain sensible, et la bactérie toxique. Là, vous avez tous les points. Et
Là, ça, c'est une observation. Épidémiologiquement, on constate ça. Mais on a prouvé que c'était comme ça. Parce que l'élément le plus important de tous, maintenant, c'est le microbiologie. Donc ça, c'est quelque chose qui a rétabli une stratégie thérapeutique qui s'appelle la greffe fécale. C'est-à-dire qu'en pratique, on remet dans le tube digestif les microbes qui sont normalement dans le tube digestif et qui ont été éliminés chez les patients. Et ça suffit à guérir. D'accord. Vous voyez que c'est une maladie d'écosystème. Parfois, on arrive à guérir en donnant des antibiotiques qui sont spécifiques de ça, mais c'est un pourcentage de succès qui est beaucoup plus bas que de restaurer la flore normale. D'accord. Ensuite, les co-infections, virus et bactéries. Virus entre eux, eh bien, peuvent donner des éléments. Et donc, ces éléments d'infection, on le voit, sont de plus en plus importants. On s'en rend compte de mieux en mieux pour quelque chose qui est une espèce de révolution qui est en train de se mettre en place, qui est que on teste plus de gens non malades pour assurer la signification du test que l'on fait. On ne faisait pas ça. Je donne un exemple, quelque chose qui est très très simple, de la grippe. On testait, on cherchait le virus de la grippe, parce que c'était compliqué, c'était complexe, que chez les gens qui avaient des infections respiratoires. On ne mettait pas de témoin négatif, parce que c'était coûteux, et puis ça n'était pas dans notre esprit. Mais on a fait, et d'autres, hein, on a fait une énorme étude, nous, avec les pèlerins de la Mecque, pour tester le pourcentage de virus respiratoires qu'on trouvait chez les gens qui étaient à la Mecque, qui revenaient de la Mecque. Eh bien, chez les gens qui n'avaient aucun signe de 4 coins du monde, il y avait 40% d'entre eux à la virus respiratoire. 40, sans signe du tout. Donc ça veut dire que, et parmi ceux-là, sur la cohorte qu'on avait lancée, il y a 14% qui avaient des virus de la grippe, sans grippe. Donc vous voyez bien qu'il ne suffit pas d'avoir le virus de la grippe. Il faut avoir la virus de la grippe plus autre chose. Le microbiote, l'environnement, les circonstances. Et donc le virus tout seul ne fait pas le travail. Il faut qu'il y ait des circonstances environnementales. La différence, c'est que pour Clostridium difficile, je vous ai expliqué, on sait maintenant, on comprend 90% de l'histoire. Pour les virus respiratoires, on commence à peine à deviner qu'en réalité, il y a plein de porteurs. Et on ne sait pas pourquoi il y en a qui sont là, d'autres qui sont là. Alors, comment ça rentre? Les voies d'entrée, eh bien, je vous ai dit, théoriquement, la plupart de... On est relativement imperméable. Il va falloir pouvoir traverser, trouver une voie qui permet. Alors, la plus grande partie de nos infections naturelles passe par les muqueuses. Les muqueuses ne sont pas imperméables comme la peau. La peau est très imperméable. Les muqueuses ne sont pas très imperméables. Donc, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, et là, ça peut être soit par l'air, soit par solide, liquide. Ça peut être la muqueuse respiratoire. Par la bouche, on peut avoir une infection de muqueuse respiratoire, la muqueuse buccale, la muqueuse digestive. Une très très grande partie, une plus grande partie que ce que l'on pensait des infections, y compris respiratoires, y compris digestives, viennent des mains, de la bouche. Donc vous voyez s'il y a déjà tellement porteurs. Vous verrez des images, je suis sûr que mes collègues pneumologues ont des merveilleuses images d'aérosols en expliquant que les pneumopathies ça se transmet comme ça. Mais la plupart du temps, ça ne se transmet pas comme ça. Donc c'est très rare à arrêter que les gens se poussent dessus ou se crachent dessus, c'est assez rare. En revanche, si vous la regardez, faites tous l'expérience, la prochaine fois vous verrez quelqu'un qui a une infection respiratoire, vous l'observez. Vous mettez à côté, vous l'observez. Vous allez voir, il va vraiment mal élevé, vous éternuez, il n'aura pas dessus, ou il ne va pas vous pousser dessus, il aura la tête, d'accord. Mais en revanche, vous allez voir, ça va se frotter le nez, ça va se frotter la bouche, et il va toucher votre siège. Et donc on voit bien qu'en réalité, vous savez relayé par 90% des cas, c'est les mains qui transmettent des infections respiratoires. Et l'enfant. Puis c'est pas du tout l'image qu'on avait avant d'aérosol avec la truc qui était quelque chose qui apparaît simple, les infections respiratoires, ça se traduit, les gens tous, c'est comme ça que surtout ils mettent la main dans la bouche, ensuite c'est la main qui transmet. Enfin, ceux qui sont les autres, je ne sais pas. Ensuite, les muqueuses, on voit aussi bien donc les muqueuses de l'appareil respiratoire haut que les muqueuses digestives et sexuelles. Ensuite, tous les traumatismes, la peau peut être transpercée par les traumatismes, les piqûres, et puis tous les vecteurs arthropodes, les tiques, les insectes,
moustiques, les mites, peut-être d'autres, et on est encore surpris de voir découvrir des maladies vectorisées qu'on ignore. Donc, c'est des vecteurs, c'est-à-dire si un arthropode piqueur vient vous piquer et puis est capable de conserver le microbe et va piquer quelqu'un d'autre, ou c'est pas nécessairement piquer. Les maladies transmises par les poux, par exemple, c'est en déféquant, si vous voulez, qui vous défèque sur vous pendant qu'il mange, ensuite vous vous grattez, c'est comme ça que vous oculez tout seul. Donc c'est pas réinjecté par la salive. Les moustiques, souvent, c'est microbes, parasites, virus, bactéries, et ensuite c'est multiplié dans les glandes salivaires, et quand ils vous piquent, ils vous injectent des anesthésies, ils vous injectent des anticoagulants, et ils vous injectent des microbes qui ont la salive dans les mains. La transfusion, pareil, c'est un risque qui permet de percer la peau, et puis la transmission verticale de la nerf, un mécanisme de voie. Donc, dans les facteurs de rencontre aussi environnants, eh bien, il y a des facteurs saisonniers. Il y a une grande saisonnalité en général des maladies infectieuses et qu'on comprend mal. Je vous l'ai dit, on ne comprend pas. Mais il y a une variation saisonnière. Chez nous, l'influenza, en dehors des pandémies, les pandémies commencent la plupart du temps l'été. C'est pas pourquoi. Les infections saisonnières respiratoires. Influenza, ça vient d'ailleurs de l'influence du foie. C'est comme ça que ça a été défini au départ. C'était repéré au XVIIe siècle comme la maladie qui était sous l'influence du foie. Les arthropodes, bien entendu, vous n'avez pas le risque d'infection par les. Alors, il y a des tiques, par exemple, qui piquent l'été, et puis il y a des tiques qui piquent l'hiver. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est leur manière d'être. Il y a 3000 espèces de tiques. Nous, autant que de mammifères, on présente des comportements qui sont aussi spécifiques. Les moustiques, alors ceux-là, parce qu'il y en a beaucoup plus quand il fait chaud. Le rôle du soleil, c'est une vraie question. La vitamine D, c'est aussi un stéroïde, a un rôle anti-inflammatoire, anti-infectieux non négligeable. Et donc, il y a des gens qui pensent que les infections saisonnières dans les pays comme le nôtre, les pays tempérés, sont liées au fait qu'on a une vitamine D qui est plus basse pendant l'hiver. Ça, c'est vrai, ça se mesure. La vitamine D est basse l'hiver chez les humains, et plus particulièrement les sujets âgés. Il va peut-être être supplémenté, mais en tout cas, c'est possible comme ça joue un rôle anti-infectieux bien connu. C'est possible que ce soit une partie des variations saisonnières soit liée à l'exposition et à la vitamine D. Le rôle du froid et du chaud, là non plus, on ne sait pas trop l'expliquer. On constate que ça joue un rôle, et dans le comportement, par exemple, pour les maladies transmises par les tiques, la chaleur, en dehors de la saison, le fait qu'il y ait un moment de pic de chaleur peut changer le comportement et entraîner plus d'infections. La géographie, bien sûr, les voyages, les tropiques, les coutumes, les aliments crus. Voilà, si vous mangez des aliments crus, si vous allez aux États-Unis, vous allez voir à chaque fois que vous mangez quelque chose qui est cru, dans un restaurant, on vous dira attention, le fait que vous mangez ça cru présente des infections. Vous mangez le steak là, que vous mangez bleu, il doit être marqué, attention, c'est dangereux de manger la viande. Si vous mangez un œuf, par exemple, il y a la recommandation, les œufs, si le jaune est liquide, il y a un risque d'infection. S'il est dur, il n'y a pas de risque d'infection. Donc, sur les cartes, vous prévenez ça, nous on n'a pas. Donc sur les cartes, le manger cru est associé à des risques infectieux, c'est évident, parce que vous n'avez pas cuit, et la cuisson, c'est la meilleure manière de faire la télé. Donc peu importe qu'il y a des. Nous, on travaille sur une maladie qui est rarissime, qu'on a retrouvée juste parce qu'il n'y a plus que qui mangent des poissons comme ça. C'est ce qui avait été décrit au Japon, qui est une maladie qui est très particulière, elle est due à une bactérie qui vit dans un parasite, un petit ver parasite du poisson, en particulier dans les branchies du poisson. Donc elle existait au Japon dans les années 50. Mais maintenant, au Japon, ils ne mangent plus les poissons comme ça, ils mangent que les filets. Et donc dans les filets, vous n'êtes pas sur les filets. Et nous, on a fait une investigation au Laos, on continue à manger poisson comme ça, c'est avec de poisson cru, c'est pas comme les sushis, pas de poisson, tout entier, évident, toc, 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 et ils mangent tout, de la sauce dessus, ils mangent tout avec les branchies. Et donc ils ont une proportion d'infection à ce microbe-là, qui est un microbe que l'on prend que si on mange par exemple du poisson. Les mœurs, bien entendu, définissent ce truc. Si vous ne mangez pas de porc, le porc cru est vecteur de quantité de maladies.
Le sanglier, vecteur de l'hépatite E, le porc est vecteur de l'hépatite E. Le figatelli, je vous ai dit, figatelli, ça veut dire foie. Hein. Figatelli, ça veut dire foie. Et donc le figatelli, c'est du foie de porc, de jeune porc. La proportion d'infectés est 40 à 50%. Donc si vous mangez ça cru, c'est délicieux, c'est délicieux. Si vous mangez ça cru, vous trouvez la plus grande source. Et je peux vous dire que c'est probablement extrêmement fréquent, parce que nous, on a réussi à écrire ça à partir du fait que 3 professeurs de médecine qui ont attrapé l'hépatite E en mangeant des figatelli. Donc, il n'y a pas beaucoup de professeurs de médecine ici, il y en a 200. Vous vous rendez compte, il y en a 3 qui l'ont attrapé, mais combien il y en a qui l'ont attrapé à cause de ça? C'est pour ça qu'on a pu faire toutes les biologies. La moitié de ceux qui avaient fait figatelli, elle a attrapé l'hépatite E. Et maintenant, d'ailleurs, ça va beaucoup appris sur le figatelli orange. Et ça va beaucoup appris sur le figatelli parce que du coup, on a vu apparaître un mutant, un génotype, récemment, qui n'existait pas en France, qui ne circulait pas en France. Et donc, qui circulait de Chine, du de Chine. Et donc, on s'est posé la question, on s'est rendu compte qu'une proportion relativement importante du figatelli du corps s'était fait avec des foies de porc chinois importés pour faire du figatelli du corps. Ça, c'est le mystère de l'agroalimentaire. La traçabilité de l'agroalimentaire est quelque chose de peu compliqué. Toujours est-il que c'est comme ça que c'est contracté. Ensuite, et si vous le faites cuire, c'est beaucoup moins bon parce que le faites cuire, vous éliminez le risque d'attraper l'hépatite E. Les légumes aussi, hein, les légumes sont susceptibles. Ici, par exemple, l'hépatite A est une chose que l'on ne voit plus parce que le niveau d'hygiène fait qu'on n'a pas le risque du périfécal. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas nos matières fécales dans la plupart des cas. Il y a des exceptions, malheureusement. On n'utilise pas les matières fécales habituelles pour faire cultiver les légumes que vous allez manger. Il y a beaucoup d'endroits dans lesquels on fait encore. Donc on a des épidémies régulièrement aux États-Unis, des épidémies d'hépatite A comme ça encore à Philadelphie, dans un restaurant à Philadelphie, 300 cas, 4 morts, dus aux oignons. C'est des oignons mexicains, donc ils ont pris des oignons verts mexicains, mais tout ça, on a des oignons, on devait ça. Nous en France, on a une épidémie d'hépatite qui était due à des tomates sèches qui venaient de Turquie. Tomates séchées, les Turquie, ça reste très bien, donc voilà, ce qu'on mange, et ce qui est un des effets de la mondialisation, c'est que les légumes et les aliments qu'on mange, de temps en temps, ils nous importent le risque d'un danger qui n'existe pas ici, mais qui existe ailleurs. Parce que c'est un risque importé avec la socialisation, voilà. Eh bien, les risques infectieux ne sont pas les mêmes en fonction des risques de socialisation. Par exemple, vous savez, aux États-Unis, les gens ont très peu de contacts physiques, ils ne se servent pas la main tous les jours, ils ne s'embrassent pas tous les jours, et donc en fonction des risques, il y a une mutualisation des infections qui n'est pas de même nature. Et la vie en collectivité, bien entendu, nous expose beaucoup plus aux épidémies que quand on vit isolé dans sa cabane. Les éléments d'exposition, donc ça c'est ce qui permet de... Ça fait partie ensuite de l'interrogatoire que vous aurez avec votre malade. Qu'est-ce que vous avez fait? Bien sûr, est-ce que vous avez un nouveau partenaire sexuel récent? Ça, c'est un risque de transmission de maladies sexuellement transmises. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui était malade? Ouais. Quelqu'un était malade. Les nouvelles maladies, les maladies émergentes sont souvent repérées justement grâce au personnel soignant, en particulier les médecins. Mais quand un médecin a la même maladie qu'une maladie inconnue qu'a eu son patient une semaine avant, c'est qu'on est face à une nouvelle maladie. Donc, vous voyez, par exemple, le SARS, c'est l'éclat. Nous, on est au premier rang des maladies, surtout si on ne prend pas les risques de précaution de ne pas s'infecter soi-même, on est au premier rang, c'est ce qu'on appelle les médecins sentinelles. Donc c'est pareil, on pose la question aux gens, est-ce que vous avez eu un voyage, est-ce que vous avez des piqûres d'arthropodes, est-ce que vous êtes hospitalisé? Maintenant, on rajoute à côté de l'hospitalisation des gens qui vivent en milieu, en soins de suite ou en collectivité sous-âgée. Bon, il y a beaucoup de microbes qui sont spécialisés de ça. Et puis, les animaux. Est-ce que vous avez des animaux familiers? Il y a autant de... Chaque fois qu'il y a un nouveau style d'animal familier, il y a un nouveau style de maladie infectieuse qu'on a fait. Là, moi, j'ai appris, je ne sais pas si parmi vous, des gens qui ont des rats, mais alors là, il y a des gens qui ont des rats comme animal familier. C'est intéressant, on l'a découvert récemment. Enfin, les gens ont ça. Et donc, il y a une maladie
pox-virus qu'on a trouvé. C'est au Cameroun, on s'est rendu compte que voilà, il y avait un petit rat qui faisait le truc, et puis une lésion cutanée, aux États-Unis, c'est spécialiste des grandes grottes comme ça d'animaux familiers. Il y a eu toute une épidémie de maladies qui a été due à des chiens de prairie. Un chien de prairie, hein, c'est pas des chiens du tout, c'est des espèces de marmottes du désert, ça ressemble à une marmotte. Il y a des gens qui étaient très riches, ont ça, une espèce d'aquarium, si vous voulez, avec de la terre dedans, ils foutent les trucs là-dedans, et ils regardent, ils font des trous, des tunnels, et donc ils font ça, salon. C'est des Américains, je sais pas. Et donc ces animaux étaient porteurs d'un virus, qui s'appelle monkeypox, qu'ils avaient attrapé dans une énorme animalerie, parce qu'ils étaient dans la même animalerie que les gros rongeurs qui avaient été importés d'Afrique, qui étaient endémiques. Donc les rongeurs se sont passés entre eux, et ensuite les gens emmenaient les chiens de prairie, ils attrapaient cette maladie avec leurs chiens de prairie. Donc à chaque fois que vous introduisez un nouvel animal dans votre environnement, il y a le risque, c'est un risque de zoonose, c'est-à-dire un risque qu'une maladie de cet animal vous soit transmise. Et donc, il y a des métiers qui sont particulièrement exposés. C'est les gens qui ont des contacts avec les animaux, les vétérinaires, hein, qui ont un risque plus important que d'autres. Les gens qui vivent en collectivité, qui risquent des maladies contagieuses, que ce soit des collectivités d'enfants, de sujets âgés, que ce soit à l'hôpital. Et les gens qui ont une activité de soins, qui sont des bons marqueurs de la contagiosité. Après, il faut poser la question aussi des événements normaux, c'est-à-dire est-ce qu'on a été exposé à un risque que l'on ne connaît pas, contre lequel on n'est pas humain, qui peut être dans l'alimentation. L'autre grande source d'hépatite E, ce sont les sangliers. Donc les grandes populations qui sont exposées à l'hépatite E, c'est une chose récente, c'est pour ça que je pense, c'est les gens qui chassent les sangliers. Alors, le sang du sanglier est très très riche en virus d'hépatite E, en particulier en cassins. Et puis ceux qui mangent des filatés, c'est deux sources de l'hépatite E qui est des hépatites E. Vraiment émergence. On avait bien en eau douce, il y a des microbes d'eau douce, et puis les soins dentaires dans les animaux, les chiens et les chats. Les chats donnent la maladie négrique du chat, les chiens de prairie, je vous ai expliqué, les poissons, il y a une maladie des aquariums des poissons. Il faut vous poser la question si vous avez un aquarium. Parfois, vous voyez un espèce d'abcès froid sur les doigts, c'est dû à Mycobacterium marinum, c'est un truc des aquariums. Spécifique, vous posez la question, c'est ce que c'est. Les oiseaux, des maladies liées aux oiseaux, un qui s'appelle la psychacose, qui vient du nom de perroquet au matin. Perroquet. Les rats, les souris, puis les arthropodes. La nourriture, la conservation, pendant la sédimentation de l'activité humaine, on a trouvé plein de moyens pour vite, les gens sont vite rendus compte que la nourriture est des facteurs de maladies. Alors ça a amené très certainement un certain nombre d'évictions alimentaires. On sait que le porc représente des dangers non cuits, mais cuits ne représentent pas vraiment de danger. Il n'y a pas de maladie spécifique du porc. Je suis porc cuit. En revanche, le porc cuit, oui, il y a une quantité de maladies, y compris une qui est très très facile à reconnaître, ça s'appelle la trichинose, parce que c'est dans les jours qui suivent, c'est très spectaculaire, même de la face, c'est très douloureux, et donc le lien est facile à faire pour les maladies à période d'incubation courte. Donc la chaleur, le fait de la cuisson tue beaucoup de microbes, décompose les toxines, et donc entendu c'est un moyen essentiel de préservation. Deuxièmement, le froid, hein, mais il faut faire attention à le froid, à la congélation. Sinon, si ça décongèle, eh bien, les microbes peuvent se remettre à se multiplier. Et puis l'hyperosmolarité, si vous voulez, les microbes qui nous touchent en général n'aiment pas beaucoup l'hyperosmolarité. Donc le sel, les salaisons, ça permet de conserver les jambes de porc en sel, ensuite vous pouvez la garder pendant 3 ans. Ça ne va pas se contaminer à cause du sel. C'est la même chose pour la confiture, maintenant, plus récemment, parce que c'est du plus récent en sucre, avec le sucre. Le sucre empêche aussi la multiplication des microbes, parce qu'il fait remonter l'osmolarité, donc les seuls n'arrivent pas à se multiplier. En particulier, ceux qui sont pathogènes pour nous n'arrivent pas à se multiplier. Donc tout ça, c'est des mécanismes qu'on a trouvé pour ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est dans les contaminations animales récentes, qu'est-ce qu'il y a eu? La maladie phosphate, la maladie à la vache folle. Et ça, le fait de cuire de changer. Il ne faut pas manger du pas cuit, je vous ai dit pour le porc, la trichinose. Les œufs et les poulets, la salmonella,
Campylobacter. Surtout, probablement, l'épidémie probablement la plus commune liée à l'alimentation des œufs et des poulets, c'est Escherichia coli. On s'est rendu compte que les infections ouvrières, quand on pensait que c'était un phénomène purement mécanique, mais en réalité un phénomène épidémique. Donc il y a des moments où jusqu'à un quart de toutes les infections ouvrières dans le pays sont dues à une clone unique. Donc quelle est la source de ce clone? Et on a l'impression que la plupart du temps, la source de ces clones est aviaire. C'est lié aux élevages d'oiseaux. Donc c'est probablement là que se mettent en place les épidémies, et puis il y en a qui viennent pathogènes. Et donc tout le monde n'est pas malade avec ça, mais une proportion de gens, d'autres cofacteurs, en particulier d'être féminine, va déclencher ou pas, permettre ou pas d'avoir une infection virale. Donc sont des épidémies liées beaucoup aux oiseaux. Et puis la dissémination, ça peut passer par des hamburgers, dans lesquels là aussi vous mutualisez le risque. C'est-à-dire que si vous faites 100 hamburgers avec vous pouvez mixer 100 hamburgers, vous risquez d'avoir, s'il y a des microbes dedans, vous risquez de distribuer à 100 personnes. Parce que si vous le faites individuellement, le risque individuel est beaucoup plus faible. Le porc, on dit listeria, triginose, et puis les fruits et légumes, salmonelle, hépatite A, cyclospora, des poissons crus, parasitose des poissons crus. Donc les agents infectieux, on a beaucoup parlé la dernière fois, je ne vais pas revenir en détail dessus, il y a les virus, les bactéries, les archées, les eucaryotes et les prions. Et donc ensuite, ça amène à, du coup, comment on fait, et ça c'est, je vous conseille de retenir vraiment cette approche parce qu'elle vous servira pour créer des dossiers cliniques de votre examen national classant, c'est comment on fait un diagnostic en maladie infectieuse. Donc le premier point, c'est de définir quel est le cadre nosologique. Qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle le patient cadré ou pas. Donc les professeurs de maladie infectieuse ont un livre qui s'appelle le profil, qui est gratuit, qui sera distribué à un moment. Et donc, on essaie de définir, voilà, qu'est-ce que c'est que le cadre nosologique, qu'est-ce que c'est, et donc, est-ce que c'est une infection respiratoire haute, est-ce que c'est une angine, est-ce que c'est une sinusite? Vous voyez, celle de l'adulte, celle de l'enfant ne sont pas les mêmes, et donc vous mettez le nom d'un syndrome dans un contexte, qui peut être celui du terrain, ou qui peut être celui de l'environnement. D'accord? Voilà, et donc, c'est des syndromes sur lesquels on est susceptible de vous interroger. Ce profil, c'est les gens qui font vos questions de l'examen national classant, c'est eux qui font le profil aussi, donc il faut que vous le connaissiez, ce sera ça votre base. L'infection et syndrome, donc l'expression qui détermine les symptômes, le syndrome. Donc une fois qu'on a défini le cas de nosologie, on définit un syndrome, et à partir de ce syndrome, eh bien, on teste les hypothèses de ce qui est capable de donner cette maladie. Donc vous voyez, par exemple, vous prenez la spécificité du microbe, vous voyez, eh bien, par exemple, chez le nouveau-né, si vous avez une infection avec Escherichia coli K1, vous avez une méningite. Si vous avez une infection avec un protéus, vous avez un abcès du cerveau. Je ne sais pas pourquoi, ça rien du tout. Mais si le gosse est infecté, une infection grave, neurologique avec un protéus chez un nouveau-né, c'est toujours un abcès cérébral. Quand c'est protéus, c'est toujours une méningite quand c'est Escherichia coli K1. Ça, c'est la spécificité du microbe. La spécificité de l'autre, eh bien, par exemple, les arthrites réactives, c'est lié à une pompage hépatique, des choses qui sont mieux connues. Vous faites une infection, une diarrhée, une infection vénérienne, et vous retrouvez avec une arthrite chronique parce que vous avez une spécificité génétique. Et puis, on voit maintenant, c'était un très grand travail, qui montre qu'un certain nombre de manifestations cliniques très rares, avec des microbes très fréquents, sont dues à une spécificité génétique. C'est le cas des encéphalites. Encéphalite à herpès virus. Herpès virus dans la bouche, tout le monde en a, c'est les boutons de fièvre plus ou moins sensibles, et vous voyez bien déjà que tout le monde ne fait pas un bouton de fièvre, il y en a qui sont plus sensibles. Sous l'effet de, donc là vous avez tout, la génétique, le microbe, et puis les paramètres extérieurs. Il y a des femmes qui ont ça au moment de leur règle, il y a des gens qui ont ça quand il y a du soleil, il y a des gens qui ont des facteurs environnementaux qui font que vous allez avoir ou pas cet herpès labial, son expression. Et puis dans un certain nombre de cas, c'est pas pourquoi, il y a des gens qui font des encéphalites, ça éventuellement mortel. Bien, ça c'est, comment ça a été disséqué, on a trouvé au moins 2 petites mutations dans le génome qui sont associées au fait que vous pouvez faire une méningoencéphalite si vous avez cette modification. L'herpès c'est banal, tout le monde l'a, mais si vous avez cette petite différence,
Et il est possible qu'on étiquette au fur et à mesure un grand nombre de toutes petites différences génétiques qui nous exposent les uns et les autres à être sensibles à une maladie. Donc ça amène au fait qu'en fonction de l'importance du nombre de microbes, du type de microbe et de l'autre, eh bien, les manifestations d'une infection ont un spectre très très large qui va de je fais une infection que je suis porteur, mais je ne suis pas malade. Je fais des manifestations cliniques qui peuvent être banales, très simples ou sévères, justifiant une investigation, voire mortelle. Et tout ce spectre est dépendant du terrain, du microbe et de l'importance de l'époque. Alors si maintenant j'essaie d'hierarchiser ce que vous allez voir, si vous regardez une consultation au cabinet dans les maladies infectieuses, ce que vous verrez le plus souvent, c'est d'abord des angines, ensuite des sinusites, ensuite des otites, ensuite des infections respiratoires, ensuite des infections cutanées, ensuite des infections urinaires, ensuite des maladies sexuellement transmises. C'est le pain quotidien du médecin généraliste. C'est le médecin organologue. Ce qu'il y a de plus commun aux urgences, ce que vous verrez prendre des regards, les 10 plus communes, c'est celle-là, c'est bronchite, pneumonie, infection urinaire, éruption fébrile, méningite encéphalite, fièvre au retour de voyage, diarrhée fébrile, patient infecté par VIH fébrile, infection ORL et ectoparasitose galétique. Ça, c'est ce que vous devez savoir pour pratiquer votre métier, parce que ce sera votre pain quotidien, ça. Vous l'avez plus communément. Après, en hospitalisation, ça regarde les maladies infectieuses à la PHM. Ce que vous verrez dans les services, vous allez essayer de vous mettre par fréquence, ce que vous voyez au cabinet, les médecins qui arrivent voir, ce qu'on voit aux urgences, et ce qu'on voit en hospitalisation. Eh bien, le plus commun de tous, les infections respiratoires, 33%, ensuite les infections urinaires, ensuite les infections cutanées, ensuite les parasitoses, et puis les autres deviennent de plus en plus rares au fur et à mesure. Peut-être aussi beaucoup plus sévère. Quand vous venez d'une tropique, qu'est-ce que c'est que vous risquez d'avoir? Quelqu'un qui a une tropique, le plus fréquemment, si rien de la fièvre, c'est 1 paludisme, 2 l'herpétiose, 3 arbovirose. S'il y a une diarrhée, premier c'est amibiase, ensuite c'est la tourista, shigellose et salmonellose. Les infections les plus communes dans le monde entier, ou les infections nosocomiales les plus communes, c'est staphylocoque, chaconine. Si on regarde dans le monde entier, les plus communes de toutes, c'est staphylocoque, Clostridium difficile et norovirus. Ça, vous ne pouvez pas ne pas savoir ce que c'est, parce que c'est ce qu'il y a plus communément contracté dans les hôpitaux dans le monde entier. Les plus graves, donc il faut balancer sur cette fréquence importante, on n'en pas sur l'organisme spontanément pas très grave non plus. Et les plus graves, c'est le choc septique, les méningoencéphalites, les endocardites, les septicémies et les péritonites. Dans les maladies infectieuses que vous verrez. Bon, après ça, vous l'avez de manière sur notre site, tout ça, c'est organe par organe, quels sont les microbes qu'on trouve. Je ne peux pas vous détailler ça. Ensuite, quand quelqu'un est hospitalisé, vous avez tout de suite, ou quand quelqu'un a une pathologie relativement parlant, vous avez tout de suite des éléments diagnostiques qui vont vous orienter, des éléments biologiques. Vous devez les regarder spécifiquement. Pas tout, parce que les gens font 36 000 examens, quelques éléments qui sont importants. L'hémogramme, c'est très très important. Il faut regarder l'hyperleucocytose, c'est associé à carcinocytose, carcinocytose importante. Généralement, celle dont vous avez entendu dire coque, pneumocoque, staphylocoque, staphylocoque, ceux-là sont très très souvent associés à des augmentations très très importantes des volumes nucléaires. Les leuconeutropénies, ça va plutôt avec les virus ou les bactéries intracellulaires. L'hyperleucocytophilie, ça va avec les parasites. Les syndromes mononucléosiques, ça va avec les virus. Donc déjà, en regardant simplement les l'hémogramme, les globules blancs, ça vous donne une piste sur qu'est-ce que ça peut être. Après les plaquettes, il peut y avoir une augmentation des plaquettes. Là aussi, c'est souvent les maladies en coque, pneumocoque, streptocoque, staphylocoque qui donnent une augmentation des plaquettes. C'est souvent les virus qui donnent au contraire des tests de plaquettes, parfois des tests de plaquettes sévères. Et puis le bilan hépatique, il y a beaucoup de bactéries intracellulaires qui donnent une augmentation modérée des transaminases et les virus des hépatites qui donnent des transaminases très augmentées. Donc, comment on fait le diagnostic étiologique? Bien, il y a deux éléments du diagnostic. Le diagnostic direct, qui consiste à montrer que c'est le microbe est là. Alors,
Ça peut être la culture, ça peut être de voir au microscope, ça peut être de détecter par la PCR ces acides nucléiques, ça peut être de détecter ces antigènes. Et on regarde ça soit dans le sang, si on n'a pas d'orientation, soit dans le sang, et les prélèvements qui sont parlants cliniquement. Le LCR, c'est l'énergie, le prélèvement respiratoire, c'est les pneumonies, le prélèvement urinaire, c'est des signes d'infection urinaire. Et puis le diagnostic indirect, là, c'est la réponse de l'hôte, c'est la sérologie. On regarde si l'hôte a des anticorps contre ce microbe. Ce qui est pas mal, c'est pas mal pour les infections chroniques ou pour les diagnostics rétrospectifs. C'est rare que dans le diagnostic aigu, ça sert à quelque chose parce qu'il n'y a pas encore d'anticorps détectables. Les techniques, c'est souvent l'ELISA et les poissons. Ce plan, je vous donne, c'est un plan qu'il faudra que vous encriez dans votre tête parce que c'est comme ça qu'il faudra répondre à l'examen sur la classe 1 quand vous ferez le diagnostic. Diagnostic, les éléments non spécifique, le diagnostic spécifique, le diagnostic direct, le diagnostic indirect. Ça, c'est un plan des plus jeunes. Les techniques que je vous mets là, c'est ce qu'on appelle un tiroir, c'est-à-dire vous devez ressortir chaque fois que vous parlez, c'est-à-dire que vous ressortirez le même tiroir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que ça vous évitera d'oublier les choses. Voilà, ça peut pas vous mettre. Voilà, donc en conclusion, un principe d'Hippocrate, premièrement, de ne pas nuire. Première chose que vous pouvez penser, c'est de ne toujours pas faire de mal, même si je suis en bonne intention. Donc faites attention, n'infectez pas vos malades. Deuxièmement, vous allez être exposé aux maladies contagieuses, vous avez intérêt, vous, à vous vacciner contre les maladies contagieuses. Ah oui, je ne vous ai pas fait le soutien. Je le fais à chaque fois. Vous voyez, j'ai quelque chose, j'aime bien poser cette question. Voilà, le grand débat, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre les vaccins? On va faire un test ensemble. Qui est contre les vaccins? Qui est pour les vaccins? Je ne suis pas d'accord. Vous avez répondu à une question. On ne peut pas être pour. On peut être pour les vaccins dans des conditions données spécifiques. On doit se poser la question de savoir est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas bon pour moi, est-ce que c'est justifié ou est-ce que c'est pas justifié. Et parfois, vous savez, y compris des tas de faire des bêtises qui n'ont pas de sens. Moi, je pense que le vaccin contre la tuberculose, le BCG, aurait pu être utilisé depuis une trentaine d'années. Moi, j'ai souvenir d'avoir demandé à un interne de regarder quel était le statut vaccinal des gens qui étaient hospitalisés pour savoir s'il fallait rattraper les vaccinations. Et donc, il y a un interne qui était très jeune, on parlait peut-être pas encore à ce niveau-là, c'est des gens qui ont plus d'anticorps, ils n'avaient pas se vacciner, regardez, ils avaient 80% de d'anticorps contre la poliomyélite et la diphtérie, et ils ne viennent pas se faire vacciner. Enfin, il n'y a personne en France, à plus de 60 ans, on a attrapé la poliomyélite et la diphtérie depuis 50 ans dans ce pays. Donc c'est une vaccination abusive, c'est pas normal. Et donc parce que si nous faisons partie, nous apparaissons que nous faisons partie du clan qui dit qu'il faut vacciner, c'est bon, le vaccin c'est pas vrai tout le temps. Il y a des, y compris les directives d'État, la plupart des directives que l'on vous donne à vous pour vos vaccinations obligatoires n'ont pas de sens. Mais celles qui ont un sens, on n'ose plus les introduire. Donc chacun de nous, il a le droit, comme médecin, de se poser la question de savoir est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est pas nécessaire. Donc on n'est pas parti c'est quelque chose qui est vivant entre les anciens et les modernes, les scientifiques et les pas scientifiques, qui amène à des bêtises et qui amène à ce que les gens refusent de n'y croire pas. Donc on doit revenir un peu de bon sens. C'est est-ce que c'est utile? Est-ce qu'on a réévalué l'utilité? Est-ce que ça a un sens? Moi je pense que la vaccination contre la poliomyélite en France n'a pas de sens à part chez les gens qui vont se balader ou pas dans l'Afrique centrale. Les autres ont zéro risque, on n'a plus. Ensuite, passez-vous les mains à l'école en touchant à la science hospitalisée et ne posez pas de catégorie inutile. Voilà.